Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Cabinet Story. Aujourd'hui, nous avons un épisode dédié à comment améliorer la qualité de vie au travail des soignants et notamment comment gérer le stress, l'anxiété, les burn-out, tous ces maux de la profession des chirurgiens dentistes mais également des soignants. Je suis Julien Deric, chirurgien dentiste et fondateur de LearnyLib. Et je suis Pierre-Axel Domicile, chirurgien dentiste également et cofondateur avec Julien de LearnyLib. Et nous recevons pour cet épisode Clara Albert Chazin, que l'on va laisser se présenter. Merci beaucoup de me donner la parole. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui pour parler de ce sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est vraiment autour du burn-out des soignants et de la qualité de vie au travail des soignants. Donc moi, je suis Clara Albert Chazin, comme vous l'avez dit, dentiste comme vous. On a fait nos études ensemble. Et moi, c'est vrai que j'ai pratiqué le métier de dentiste et au cours de mon exercice, il y a d'autres sujets qui m'ont vraiment animée et donc je me suis penchée un peu de plus près sur ces sujets-là et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à être coach professionnel. Donc j'accompagne les professionnels de santé sur ces sujets-là. Autour du burn-out, donc la prévention, mais également le post-burn-out. Et j'ai une autre partie de mon activité où je coordonne des équipes de santé en soins primaires. Voilà. Sur la prévention justement de ce mal-être au travail et alors non, dans la coordination, là je les aide à travailler entre eux parce qu'en fait, on en parlera sûrement au cours de la discussion, mais la coordination fait partie des réponses un peu à ce sujet-là. De plus en plus de professionnels de santé en fait ont envie de travailler à plusieurs. C'est le cas aussi des dentistes. On voit que avant on avait son cab et en fait on gardait le même cabinet pendant toute notre carrière, quoi. Et en fait, maintenant, on voit qu'il y a vraiment une modification des modes d'exercice. Donc, cabinet de groupe, centre dentaire. Et du coup, il y a des organisations en soins primaires. Donc, il y a des dentistes qui en font partie. C'est des équipes de santé. Et moi, je coordonne ces équipes de santé-là. Donc, j'ai 2 équipes, une à Bordeaux et une à Toulouse. Voilà. D'accord. Apprendre à travailler. Voilà, apprendre à travailler ensemble et puis surtout en pluridisciplinarité et puis en fait donner un autre sens aussi, je pense, à son métier et à sa profession et pas avoir un exercice isolé parce que je pense que ça aussi c'est un enjeu majeur. Moi, en tant que coach, je le vois au quotidien. Il y en a plein qui me disent en fait, j'en pouvais plus parce que j'étais seule, quoi. J'avais vraiment cette solitude. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Si, c'est quelque chose. Alors même très tôt, je trouve, dans nos études, c'est une métrique qui nous est un petit peu donnée, genre les professionnels de santé et même les chirurgiens dentistes, population à risque de suicide, de stress, de burn-out. Il y a toujours tous les ans une espèce de classement des professions les plus touchées et c'est quelque chose. Alors, même si on le vit pas quand on est étudiant à la base, on sait que c'est omniprésent et ça fait partie un peu du cadre des choses, quoi. C'est des métiers où on peut très facilement être effectivement isolé dans son activité, la routine et tout, et je pense que c'est peut-être des leviers effectivement qui conduisent à ces mal-être et tout. Est-ce que ce que je dis est vrai ou pas? Ouais. Toi, en tant que professionnel, quel est un petit peu on va dire l'état des lieux justement de tout ça? Est-ce que c'est des bruits, des tendances qu'on entend ou est-ce que c'est des choses qui sont vraiment vérifiées, ce surmenage auprès des soignants, et notamment auprès des chirurgiens dentistes? Alors clairement oui, c'est complètement. Là vraiment les chiffres. Là il y a une étude la plus récente, c'est celle de 2018. C'est une étude qui a été menée par le Conseil national. Et les chiffres qui sortent, c'est 35% des dentistes qui ont répondu à l'enquête. Donc, tu vois, c'est pas tous les dentistes, voilà, mais c'est vraiment ceux qui ont répondu à l'enquête. Il y en a quand même 35%. Donc, en fait, on se fie à ces chiffres et on considère qu'il y a 35% actuellement de dentistes en épuisement professionnel. Et en plus, c'était 2018, donc c'était avant le Covid et tout ça. Il faut savoir que le Covid a vraiment marqué un tournant sur ces sujets-là parce que il a amené des réflexions, et malheureusement, il a fait ressortir une aggravation sur ces sujets parce qu'en fait, comme on le voit, les soignants vont de moins en moins bien. Et à ça, tu rajoutes les problèmes de finances aussi, parce qu'il y a tous ces enjeux-là aussi, notamment à l'hôpital. C'est un tout au final. Ouais. Au final, dans la profession, justement, c'est vrai qu'on est formés, nous, à être donc praticiens, donc vraiment s'occuper de la personne humaine. Mais finalement aussi, il y a tout un contexte qui est autour dans le cabinet, comme tu dis, financière. Il y a aussi management, gérer les équipes, etc. Tout ça rajoute. Et aussi le fait
que les patients, et à juste titre aussi, deviennent de plus en plus exigeants sur certains points, etc., qui peut aussi apporter un lot de stress, de pression, etc., pour le dentiste. Pour rebondir sur ce que Julien disait par rapport à nos études, mine de rien, c'est vrai que quand on est étudiant, on a moins de pression, on la ressent quand même un peu, parce qu'on travaille déjà sur de l'être humain pour la première fois, et donc il y a aussi ce côté d'objectifs, de résultats, etc., qu'on a sur un être humain, et qu'on ne travaille pas sur du papier ou sur des personnes, sur des objets non vivants, quoi. Je trouve que même au-delà de ça, il y a même la notion de perfection. Tu vois, moi, j'ai tout le temps, là, dans les personnes que j'accompagne ou dans les dentistes, il y en a qui me vraiment utilisent ce terme-là, quoi. Ils me disent qu'en fait, dès que j'ai commencé, dès mes études, j'ai senti qu'il fallait que je sois, on nous demande d'atteindre la perfection, même dès les TP, quoi, tu vois. Donc, t'as toujours ceux qui le font hyper facilement et qui sont meilleurs que les autres, et voilà. Et après, t'as une grosse partie qui galère un peu mais qui s'en sort. Et il y a ceux pour qui c'est vraiment difficile. Et je pense que la difficulté, elle est quand même là. C'est que cette injonction à être bon, mais qu'il y a, comme moi, que je ressens aussi chez les médecins, les chirurgiens, en fait, dès que t'as un côté technique, t'as ce côté où, en fait, il faut être tout de suite excellent, quoi. Et donc après, on passe en 2 TP à l'hôpital, et après, direct, on a notre cabinet, quoi. Donc, oui, en fait, puis il y a énormément aussi de comparaisons entre les praticiens, on va pas se le cacher. C'est clair. Quand t'es moins à l'aise sur une technique, bien évidemment, tu vas te sentir un peu moins considéré par rapport à quelqu'un qui excelle. Il y a les réseaux sociaux aussi qui peuvent amplifier ça. Les avis Google aussi. Ouais, aussi, plein de choses. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, toi, comment, de ton expérience, t'es arrivé justement à ce sujet de la prise en charge de la qualité au travail? Alors, déjà, moi, je pense que ces sujets-là m'intéressent depuis très longtemps. M'ont toujours intéressée. J'étais quand même dans une famille où il y avait une forme d'élitisme un peu, donc même complètement. Donc si l'humain t'intéressait, tu faisais médecine, quoi, voilà. Et donc c'est vrai que j'ai été poussée dans cette voie-là. Ça m'a toujours, j'ai toujours aimé mes études. Enfin, j'ai eu aucun problème, même quand j'exerçais, tout se passait très très bien. Mais c'est vrai que j'ai eu un moment où je me suis dit, j'aimerais bien aller explorer quand même ce côté-là, qui est plus qu'une appétence, qui est vraiment une passion pour moi, ce lien en fait entre l'humain et le rapport au travail. Et donc voilà, donc j'ai voulu y aller à fond. Et en fait, quand j'ai fait ma formation de coaching, je pensais quand même continuer le faire en parallèle. Et assez vite, je me suis rendu compte que je pouvais pas vraiment bien faire les deux. Et la recherche m'a intéressée aussi, et c'est un truc que j'ai en tête encore, de pourquoi pas encore plus pousser toutes ces recherches-là et ce sujet. Et là, j'ai fait un DU à la fac de Pau sur la QVCT, sur la qualité de vie et les conditions de travail dans le domaine de la santé. Et c'était passionnant parce que, c'est un sujet qui est très très contemporain, qui est hyper récent. Et pour moi, c'est l'avenir de la santé publique et les enjeux actuels. Il faut passer par ces sujets. Enfin, on est obligé de se préoccuper de tout ça. Et merci vraiment parce que je trouve que c'est génial que des formations, des boîtes de formation comme la vôtre s'intéressent à ce sujet et le traitent et le mettent en avant parce que je pense que c'est important et ça banalise un peu le sujet, ou en tout cas ça ouvre le discours, quoi. C'est important. Et alors pour nous ça fait sens de traiter ces sujets-là, que ce soit sous forme d'émissions comme ça ou de formations comme celle que tu as pu tourner avec nous ces derniers jours, parce que encore une fois on fait partie de la profession, donc on le ressent. Et je pense que 35%, tu l'as dit sur les chiffres, parmi ceux qui sont exprimés et ceux peut-être qui sont conscients de leur mal-être, parce qu'il y en a plein, quand on est dans notre routine, on se rend pas forcément compte aussi, peut-être qu'on perd pied et qu'on rentre là-dedans. Mais c'est ça qui est intéressant, là où je voulais en venir, le fait qu'on soit de la profession et que tu sois issu aussi du milieu de la chirurgie dentaire. Est-ce que ça t'a aidé dans ces parcours, dans ces DU? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes comme toi à ce DU qui étaient issues du monde soignant, de ces professions médicales? Ou alors, est-ce que tu étais une sorte d'ovni là? Parce que souvent, beaucoup de nos confrères, et c'est peut-être aussi une des explications, on a le diplôme de chirurgien dentiste, on fait notre carrière, et parfois on s'intéresse pas toujours forcément suffisamment à ce qui se passe autour, et hop, on s'enclave un petit peu dans ce chemin. On est la tête dans le guidon, et en effet, c'est un peu compliqué, et comme on l'avait dit depuis le début aussi, tout ce qui tourne autour, etc. Et aussi un autre point, c'est que le burn-out aussi,
je pense que c'est difficile aussi à le matérialiser. Et le moment où on le matérialise, c'est que c'est potentiellement pas trop tard, mais on est sur vraiment une phase avancée. Comment, toi, justement, tu arrives à appréhender tout ça et quels sont les points en deuxième question? Je t'apprécie de Julien, bien entendu. Quels sont les signes principaux qui t'amènent à faire ce diagnostic? Alors, attends, juste, je reprends la question de Julien. Ta casquette de professionnel de santé, est-ce que tu l'as retrouvée chez d'autres personnes qui s'intéressent à ce sujet ou est-ce que Alors, il y a un truc que moi j'ai remarqué et qui, pour moi, est une généralité. Avant, je me permettais pas de le dire parce que j'aime pas faire de généralité sans avoir des chiffres et sans que ce soit sourcé. Mais là, vraiment, pour moi, c'est indéniable. On voit une différence entre les professions médicales, donc les médecins, les pharmaciens et les dentistes, en tout cas moi, les personnes que j'accompagne, et les professionnels de santé comme les infirmières, les sages-femmes. Nous, on a une profession, donc avec les médecins aussi, les pharmaciens, où on a cet aspect de... il y a une vraie injonction, il y a un poids quand même qui pèse sur cette profession de on y est, on y reste. Je vais vous donner un exemple hyper concret. Il y a moi dans les personnes que j'accompagne, il y en a qui se reconvertissent complètement et qui font par exemple des masters de santé publique ou en organisation de la santé, management, voilà. Et en fait, quand on regarde les statistiques, il y a une majorité de professionnels comme des infirmières ou des sages-femmes ou qui, elles, sont beaucoup plus, les professions sont beaucoup plus aptes, beaucoup plus ouvertes sur ces sujets, d'ouverture d'esprit. Et je pense aussi qu'il y a une évolution dans la façon de voir le travail. On parle plus d'un métier. Moi, quand je parle avec les personnes que j'accompagne, je leur dis pas, on va vous trouver un nouveau métier, quoi. C'est plus, vous êtes à un instant T où, alors souvent, malheureusement, moi, ils viennent me voir, comme tu disais, Pierre-Axel, quand c'est un peu tard. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur l'importance de la prévention et moi j'espère que plus tard il y aura plus de coach en prévention tertiaire ou en prise en charge à ce moment-là, au moment où c'est trop tard, mais plus sur vraiment l'aspect prévention primaire du burn-out. Voilà, donc je pense que c'est très très important de se prévenir de tout ça. Et j'ai perdu le fil de mon idée. Ouais, du coup, comment est-ce qu'on y arrive à se prévenir? Quels sont les différents grades? Parce qu'en effet, le burn-out, comme on a dit, c'est potentiellement la dernière étape. Ouais. Il y a sûrement des étapes avant, des petits indices, etc. Comment est-ce que toi, les professionnels que tu accompagnes sur cette partie, la majorité, qu'est-ce qu'ils te disent? Quels sont les signes les plus fréquents? Le but, c'est que vraiment les professionnels qui vont nous écouter se disent « Ah ben ouais, en effet, ça m'alerte parce que je sens que j'ai ça ou je tends vers ça. » Alors, moi, ce que j'entends, en fait, déjà, sans faire une liste exhaustive, mais les manifestations du burn-out, elles sont d'ordre soit physique, donc le truc typique, c'est la fatigue. Moi, ils arrivent, ils sont épuisés au début. Donc, quand ils sont vraiment trop épuisés, moi, je suis que coach. J'ai aucune formation médicale sur ce sujet-là. Je suis pas psychologue. J'ai pas cette formation-là. Ça m'arrive dans beaucoup de cas, soit de dire qu'il faut absolument un suivi à côté, complémentaire au travail que nous on va faire, soit de dire carrément on se revoit quand vraiment vous vous sentez mieux, voilà. Et je travaille même en collaboration avec des psychologues où on s'adresse des patients mutuellement et ça m'arrive de les appeler, leur dire là par contre pour moi je vais pas être assez efficace parce que les signes sont trop loin. Donc quels sont les signes que moi je reçois et où je dis bon ça va être compliqué, ça va être un état d'épuisement trop intense parce qu'en fait vraiment le patient, la personne que j'accompagne va être vidée de son énergie. C'est vraiment ça le burn-out. C'est progressivement, on a laissé faire les choses et en fait, on est vidé. On n'en peut plus, mais on a vraiment plus de ressources, plus d'énergie. En revanche, dans la majorité des cas, ils continuent à travailler. Donc ça, c'est un truc assez significatif des soignants. Donc il y a le burn-out maintenant, on l'utilise pour toutes les professions. Hein, c'est assez voilà. Mais initialement, c'était vraiment pour des soignants. C'est un terme qui a été créé pour des soignants parce qu'en fait, il y a une notion qui est propre à ce domaine-là, cette relation d'aide, c'est la dépersonnalisation. Et donc, quand la personne vient me voir et me dit, je vois mon patient comme un dossier, comme un cas de plus,
j'arrive plus à le voir comme une personne Considéré, qui souffre, comme tu un vois, humain, ou oui. voilà. Là, je me dis, il y a un vrai signe d'alerte, il y a un vrai problème parce que on est au stade, on a passé un peu l'épuisement émotionnel, on est au stade de dépersonnalisation, un peu de déshumanisation du sujet. Et là, pour moi, c'est problématique. Et après, dans les manifestations physiques, il y a plein de critères, enfin plein de manifestations qui sont pas caractéristiques du syndrome. Et c'est pour ça qu'on définit mal. C'est encore un peu problématique. On définit mal le burn-out, mais on va avoir des troubles digestifs, des troubles du sommeil. Ça peut être des céphalées énormes, des douleurs dorsales. Donc ça, je pense que ça va vous parler parce qu'on est tous passés par là quand on exerce. On a mal au dos, on n'en peut plus. Voilà. Et après, il y a des manifestations qui sont émotionnelles. Donc là, ça va être le pire, c'est la dépression, l'anxiété, vraiment l'irritabilité. Tu vois, moi, j'ai souvent des gens qui me disent, je me rends compte qu'en fait, progressivement, là, j'ai en tête quelqu'un, par exemple, qui ne pouvait plus travailler et qui me disait, en fait, j'étais hyper irritable, quoi. Le moindre truc, j'en pouvais plus. J'étais frustrée en permanence parce qu'en plus, il y a un peu un cercle vicieux de, comme j'ai plus d'énergie, je suis moins efficace. J'ai plus envie de me former. En fait, vous voyez, c'est vraiment un cercle vicieux. Ça avance plus, donc ça me voilà. frustre. Et... C'est ça frustre et en fait, on n'en peut plus, quoi. Quand Donc, tu voilà. parles d'épuisement, c'est de l'épuisement par rapport au nombre de jours travaillés, je veux dire en amont de l'épuisement émotionnel, etc. Est-ce que ça touche plus justement des praticiens qui vont faire de très grosses amplitudes horaires, de très grosses semaines, ou est-ce que ça peut aussi très bien toucher des praticiens qui vont faire 3 jours par semaine ou 2 jours, etc. Est-ce que l'épuisement, il est lié au nombre de jours et d'heures travaillées, ou est-ce que ça n'a rien à voir et c'est en effet une fatigue qui peut être liée en effet parce qu'on n'en peut plus des patients, parce qu'il y a plein de choses qui se passent au cabinet, etc. Comment est-ce que tu arrives à l'identifier ça ? Alors, c'est hyper intéressant cette question. Moi, c'est une question qui m'a vraiment intéressée en termes de recherche parce que je trouve que on peut pas dire des choses sans que ce soit étayé par des sources, quoi. Et en fait, de manière assez générale, c'est pas une question d'amplitude horaire, mais plus de patients vus. Et d'ailleurs, on dit que le sexe n'est pas un facteur significatif, mais il y a quand même un mais que je trouve assez important, c'est que les hommes ont tendance à voir plus de patients dans leur journée, et du coup, ils sont plus sujets à la dépersonnalisation. Parce qu'en fait, quand tu enchaînes les patients et que tu en vois 20 ou 25 dans ta journée, et ben, tu vas avoir ce truc de je vois plus le patient comme un patient, en fait, je le vois comme un... Voilà. Et après, pour revenir sur ce que tu disais, j'ai aussi vu de nombreux cas. Donc, t'as l'aspect amplitude horaire, ou enfin l'aspect charge quantitative, où là, ça va être plus en termes de nombre de patients dans la journée. Et pour le reste, il y a aussi des soignants qui disent, en fait, moi, j'ai un vrai sujet de pas me sentir à ma place. Et ça épuise un truc de malade. Et par exemple, là, je pense à une personne en particulier, mais j'en ai vu d'autres, des comme ça, où en fait, tu t'engages dans un truc et en fait, au bout d'un moment, tu te dis, pas forcément, je suis pas bien, mais plus, en fait, je vais devoir rester là pendant 40 ans. Et c'est pour ça que moi, j'insiste franchement sur la prévention, parce qu'en fait, je me dis, et d'ailleurs, souvent, c'est des gens qui me disent, mais si on m'en avait parlé, tu vois, si je m'étais posé ces questions avant, mais je me serais jamais engagée là-dedans, quoi. Et donc, moi, ce que je prône, c'est plus adapter son exercice dès le début. Et il y a des gens pour qui 2 jours par semaine et trouver une activité, tu vois, autre chose pendant le reste de la semaine, c'est ça qui va leur plaire. Et moi, ce que je trouve intéressant, au-delà de la prévention, c'est l'ouverture sur le progrès, au sens d'être progressiste sur ces sujets-là. On n'est plus dans une société, je veux pas parler de génération parce que c'est vraiment sociétal pour moi, on n'est pas dans une société où on choisit un métier et c'est fixé, quoi. Ouais. D'ailleurs, Oui, tous les trois, on en est la preuve, quoi. Je veux dire, on peut faire plusieurs choses, faut apprendre à switcher. Enfin, moi, je trouve que cette agilité du cerveau, c'est l'avenir de la profession. Enfin, moi, je vois peu de soignants qui ont fait ça pendant 50 ans et qui ont fait sans, à un moment donné, tu vois, ressentir de la fatigue, quoi. Mais tu l'attribues à quoi, ça, justement, que c'est quelque chose qui touche davantage... Le burn-out a été créé, justement, ce terme a été créé pour les professionnels de la santé. Pourquoi est-ce que, justement, tu vois, on devrait conseiller aux professionnels de la santé de faire une autre activité à côté, donc de réduire son temps sur ce sur quoi on a été formé, finalement, versus d'autres professions qui n'ont rien à voir avec la santé et pour lesquelles il n'y a pas ce phénomène, ou du moins. À quoi tu l'attribues, ça ?
Alors, du coup, ça revient un peu à se demander quelle est la spécificité, tu vois, de dentiste, par exemple, qui fait que tu es plus enclin au burn-out. Déjà, la notion d'aide et de travailler vraiment avec de l'humain, c'est émotionnellement et vraiment, c'est quelque chose qui est particulièrement fatigant. Donc ça, c'est prouvé partout. Pourquoi c'est le burn-out a été d'abord pour les soignants, parce que c'est cette notion d'aide voilà, moi, il y a parfois des profils qui sont hyper empathiques, mais qui vont faire des burn-out. En fait, des profils passionnés par leur boulot, qui s'engagent à fond, mais qui, en fait, c'est des profils d'éponge, en fait. Mais c'est des profils d'éponge. Et c'est des profils aussi qui ont envie de s'investir, donc ils vont donner, donc ils vont pas mettre de limites aussi. Il y a ça qui est hyper important. Moi, j'en ai plein qui me disent, en fait, je me suis rendu compte, donc moi, il y a un petit exercice que je fais, tu vois, pour un peu voir comment tu gères un peu ta vie au niveau de domaine de vie. Donc, c'est un psychologue américain qui avait mis ça en place, il s'appelle Hudson. Et en gros, tu as 5 domaines de vie. Donc, il y a le couple, la vie pro, la vie sociale, le perso et... qu'est-ce que j'oublie? La famille. Et en fait, la plupart du temps, moi, les gens qui viennent me voir, ils sont à 85 de pro. Et en fait, quand ils voient ça, ils se disent, mais en fait, il y a un problème. Ouais, je veux pas. Je suis à côté de ma vie, quoi. Je passe à côté d'un truc, tu vois. Donc voilà, ça, vaut mieux le savoir avant. Et du coup, par rapport à ce burn-out, justement, tu parlais que c'était pas générationnel. Ouais. Mais finalement, tu vois, en voyant les aînés, entre guillemets, qui faisaient des amplitudes horaires de fou, mais que ce soit les dentistes, les médecins, etc., alors peut-être qu'il n'y avait pas, en effet, cette parole qui était aussi libérée que maintenant. Mais tu vois, on a l'impression qu'avant, c'était plus simple, entre guillemets, que maintenant, par rapport à ça. Et que maintenant, en fait, très vite, et ça, on le voit dans la population générale, hein, quand tu vois les patients, etc., ouais. Et que tu leur dis, je travaille 3 jours, ou que c'est eux-mêmes qui te font la réflexion quand ils veulent un rendez-vous rapidement, etc., et que la secrétaire ou toi, tu dis, mais en fait, non, je travaille que 3 jours par semaine, ils sont scandalisés. Ouais, et ils te prennent. Dire, quoi. Et ouais, mais tu vois, ils te prennent en référence, justement, nos aînés qui travaillaient non-stop, qui se dévouaient corps et âme à la profession. Est-ce que c'était présent quand même malgré tout avant, mais c'était un peu un non-dit, un aveu de faiblesse? Ou est-ce que maintenant, justement, la parole s'est libérée et au final, le burn-out était aussi présent avant que maintenant? Est-ce que comment ça se passe par rapport à ça? Qu'est-ce que les études disent ou qu'est-ce que toi, tu vois par rapport à ton en fait, moi, c'est le sujet qui m'intéresse le plus parce qu'en fait, c'est une question qui est à la croisée de plein d'évolutions. C'est des évolutions démographiques, une évolution économique, tu rajoutes des évolutions technologiques et tu rajoutes une évolution du rapport au travail. Et un truc qui va vous toucher, c'est l'évolution dans la notion de parentalité et de paternité. Parce que ce dont tu parles, c'est flagrant, on le voit. Tu demandes aux anciens, entre guillemets, ils vont dire, moi, je faisais du 8h-20h. Bon, si tu fais du 8h-20h, t'es chez toi à 20h30, logiquement, des 0 à 10 ans de tes enfants, tu les vois pas beaucoup. Et je pense qu'il y a aussi cette notion-là, c'est qu'on est vraiment, je pense, on est dans un nouveau paradigme pour moi. On a une vraie évolution sociétale, démographique aussi, parce qu'en fait, avant, là, avec le vieillissement de la population, le nombre croissant des maladies chroniques aussi, nous, même en tant que dentistes, on va soigner des patients qui sont pluripathologiques aussi, et qui on va en avoir plus du coup. Parce qu'en fait, comme les gens vieillissent, on en a plus. Donc, je pense que ta question, c'était quoi déjà? Est-ce que justement, est-ce qu'avant c'était caché? Est-ce que maintenant on le met plus en avant? Non, je pense qu'il y en a. Alors, je pense qu'il y en a toujours eu. Ça, c'est sûr. C'est un concept qui est récent, mais qu'on en parle depuis pas longtemps. Mais en soi, ça a toujours existé. Mais ce qui est sûr, c'est que là, les chiffres augmentent. Ça, c'est évident. Et pourquoi? Je pense que c'est lié à plein de choses, notamment aussi on a une malléabilité du cerveau qui est telle que pour moi, il y a eu quand même un changement qui fait qu'on ne place plus le travail comme on le plaçait avant, tu vois. Ouais, maintenant, on se pose la question de son équilibre, quoi. Et tu passes pas pour un fou ou pour un énorme égoïste quand on en parle entre nous. Si tu dis, je sais pas, moi, je suis allée faire 1 heure de sport ou, en fait, c'est trop important. Ouais, mais tu vois, le problème, je te coupe, mais justement, le problème qu'on a en tant que praticien, c'est que justement, ça, c'est compliqué, nous, à le mettre en place parce que justement, on a ce devoir, entre guillemets, de soigner le plus de patients possible. On voit aussi, parce que tu vois, c'est un peu un paradigme, c'est qu'on dit, en effet, il faut prendre du temps pour soi, etc. La qualité de vie au travail, c'est extrêmement important. Mais d'un autre côté, le nombre de praticiens par rapport au nombre de personnes à soigner diminue. La population vieillit de plus en plus. Donc, est-ce que, justement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue? Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir?
Surtout dans les milieux ruraux où on a effectivement cette pression du patient qui a des délais d'attente et qui, comme l'a dit Pierre-Axel, te rentre dedans en disant ouais, puis surtout chez les dentistes, c'est scandaleux. Bien sûr. D'une façon générale, quand tu vas demander à des copains qui sont pas du tout dentistes, la première chose qu'ils vont te dire, c'est ouais, mais moi j'arrive même pas à trouver un dentiste ou j'ai une urgence, le rendez-vous est dans 2 mois. Et donc en fait, toi, d'un point de vue praticien, c'est vraiment difficile de ne pas culpabiliser justement par rapport à ça. Et il y a une notion qu'un prof avait dit à la fac et qui est super importante, qui m'a suivi, qui me suit encore, c'est la notion de sac à dos. Ouais. Où justement chaque être humain a son propre sac à dos, il est déjà lourd, ton propre sac à dos est déjà lourd, et si tu prends, toi, des problèmes de tes patients, ou que ça soit ou d'autres personnes, ton sac à dos va devenir encore plus lourd, et c'est pas pour ça que le sac à dos de ton patient ou de l'autre personne va s'alléger. Comment faire en fait ? Moi déjà, franchement, pour moi c'est simple, il y a une réponse à ça, c'est que pour moi, un soignant, et c'est pas pour moi, je le vois tous les jours, un soignant qui soigne bien, c'est un soignant qui va bien, en fait. Tu peux pas bien soigner si toi, t'es pas bien. Et d'ailleurs, tu vois, toutes les études montrent que une des répercussions et un des impacts du burn-out, et clairement, c'est la qualité des soins, hein. Et d'ailleurs, il y a un truc, moi, que je trouve hyper intéressant, c'est le parallèle avec l'aviation. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce sujet-là. En fait, c'est un auteur qui s'appelle Guillaume Tirciot, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Mieux réussir ensemble, et qui a fait le parallèle entre le domaine de l'aviation, où eux, un jour, c'était dans les années 70, ils ont dit, bon, ok, là, les événements indésirables, c'est catastrophique. Ils ont fait des études, ils ont vu que c'était lié au facteur humain à 70%, donc c'est quand même un truc de fou, tu te dis, mais... après, suite à ça, ils ont fait plein de recherches. Eux, de leur côté, ils ont mis en place un type de management hyper précis, qui a résolu la majorité des problèmes. Par contre, ça a modifié complètement le truc. Et ils ont fait des études, ils ont dit, dans la santé, c'est pareil. 70% des événements indésirables sont liés au facteur humain. Pourquoi ? Parce que si t'es fatigué, tu soignes pas bien. Si t'es démotivé, tu t'en fous. Moi, j'en ai, ils me disent, j'ai pas envie de me former. Si tu te formes pas, tu peux pas être un bon dentiste, en fait. Ok, donc ce que t'appelles toi facteur humain, c'est vraiment le dentiste en tant que personne ? Ouais, c'est ça. C'est donc, ça, exactement. Typiquement, là, si tu as des clés à donner pour quelqu'un qui est pas au stade de burn-out, mais qui se sent, parce que nous, combien on a d'amis qui effectivement se plaignent d'aller la boule au ventre, limite, au cabinet, mais qui fassent des grosses amplitudes horaires ou pas, parce que maintenant, enfin, tu vois, effectivement, il y a ce bien-être au travail, etc. Là, si tu avais par exemple 3 conseils clés à donner sur le facteur humain, justement, parce que c'est super important. Genre les petits signes d'alerte, soyez vigilants à ça pourrait indiquer qu'effectivement, vous êtes sur la pente glissante, quoi. Moi, déjà, je trouve ça... Déjà, le premier conseil que je donnerais, c'est posez-vous la question, quoi. Parce que y en a quand même qui vont bien. Enfin, je veux dire, moi... C'est quoi comme question, typiquement ? De quoi, pardon ? Quelle question ? Comment je vais ? Ah, comment je vais ? Genre vraiment ça ? Non, pas du tout. Non, oui, tu peux te poser cette question-là, mais tu peux aussi réfléchir quelles sont, par exemple, en question typique, quelles sont mes limites ? Tu vois ? Moi, je me rends compte que si pendant 2 semaines, je prends toutes les urgences, tu vois, de manière très claire, si je prends toutes les urgences au cabinet, si je dis jamais non à rien, ça me fait quoi ? Ça fait quoi comme journée ? Si je finis à 20h. Est-ce que ça te va ? Parce qu'il y en a, ça leur va très bien, en fait. Ton équilibre sera pas le même que celui de Julien, tu vois. Donc, en fait, c'est ça qui est important, c'est de vraiment déjà acter que chaque personne est différente sur ce sujet-là. T'en as, ils vont pouvoir bosser 6 jours par semaine et ils seront toujours au taquet, super équilibre. Ils vont se lever à 4h du mat, ils vont aller avoir le temps de faire du yoga. Ils seront pas fatigués. Donc c'est se connaître soi-même déjà de base. C'est ça. Premier point, c'est ça. Se connaître soi-même. Après, c'est vrai que moi, on vient pas idéalement, on viendrait me voir en me disant, voilà, moi je vais très bien et je veux continuer d'aller bien. Ok, super, on va voir ce qui te va, toi, pourquoi t'es bien. T'es bien parce que, par exemple, t'as le temps d'aller faire ton sport. Tu vois, moi, de manière hyper claire, là, je viens d'avoir une grosse semaine. Ces 3 dernières semaines, c'était hyper intense. J'ai pas eu le temps et j'ai besoin de me défouler. Bon, du coup, une solution débile, mais j'ai fait tout en vélo. Je me suis dit, du coup, je m'impose, je prends pas la voiture une seule fois de ma semaine, quoi. Et je sais que ça m'a aidé. Tu vois, alors que c'est rien de compliqué. Mais c'est plus se dire que c'est des petites choses qui font que ça va mieux. C'est pas se dire, en fait, ne pas attendre le moment où t'es sous l'eau, quoi. Tu vois, c'est de se dire, par exemple, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui va aller ?
Ce qui n'est pas allé, c'est que je suis repartie avec les angoisses de monsieur machin. Ok, et pourquoi? Je l'avais pris en urgence. Bon, peut-être que demain, tu reprends ton planning. Donc souvent, tu vois, ça met 2-3 semaines ou voire un mois hein, même. Et tu reprends ton planning et tu dis, je vais faire un test et je vais voir comment je me sens. Et parfois, c'est des petits trucs qui font que tu as repris ton planning. Tu t'es dit que tu prenais, je sais pas, par exemple, 2 créneaux d'urgence dans la journée et tu vois ce que ça donne, quoi. Et après, tu fais autre chose. Tu te dis, je vais voir, tu vois, moi par exemple, il y en a, ils me disent, en fait, j'ai trop peur que, financièrement, j'ai trop peur de me prendre une demi-journée de plus off. Ok, ça, tout le monde se passe par ce moment-là. Eh va voir ton comptable. Tu vois, prends-toi 1 heure, tu te poses, tu te fais un call avec le comptable et tu vois ce qu'il en pense. Et si tu réfléchis à ces sujets-là, tu vois, parce que de dire que c'est comme ça et c'est pas autrement, en fait, moi, tous les gens que j'ai vus en burn-out, ils m'ont dit, j'étais persuadée, j'avais une croyance qui était, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et tout le monde passe par là. Ils sont fatalistes. T'es fataliste et puis t'essaies pas de, oui, c'est ça, c'est, voilà. Mais après. T'es fataliste, tu subis en fait, donc un des premiers conseils, en effet, outre le fait de trouver un échappatoire, ce serait déjà reprendre le contrôle un peu de ce qui nous échappe. Ouais, et après, il y a aussi un autre truc, c'est que il y a des facteurs organisationnels au cabinet qui sont spécifiques au dentaire. Typiquement, le bruit, tu vois, on est tout le temps voilà. Donc ça, c'est un tout petit truc qui est anodin parce qu'en fait, t'es obligé. Mais du coup, en sachant ça, je trouve que c'est intéressant de se dire qu'on est encore plus sujet à de l'épuisement, parce que tu as un bruit. Je vais pas vous rentrer dans le détail, mais il y a eu des chiffres que je trouve assez intéressants. Mais en gros, c'est à partir de 60 décibels, on considère que tu es en nuisance, et que ça te touche, quoi. Et nous, en moyenne, quotidiennement, c'est 85. Ouais, donc tu vois, on est bien c'est au-dessus. La turbine, c'est le bruit. Tu vois, c'est turbine et aspi. Il y a des bouchons d'oreilles spécifiques où justement qui enlèvent tous les bruits aigus de la turbine, etc. et qui laissent passer que les bruits graves, moyens, de la parole. De la parole et tout, donc ça, tu conseilles ça, typiquement. Voilà, pensez à ce genre de truc. Après, pareil, tu vois, on a tous vu, par exemple, un pote qui avait son père qui était dentiste et qui a vu son père avoir mal au dos tout le temps et qui s'est dit, je vais reprendre l'ergonomie du cabinet. Bon, ça, par exemple, c'est un truc qui est hyper important. Être sûr que t'économises ton dos un peu. Parce qu'en fait, si t'as une douleur chronique, c'est toujours pareil. En plus, souvent, c'est des profils qui se regardent pas trop le nombril, qui sont pas à se plaindre du tout. Donc, ils vont pas se dire je me rends compte que je souffre, tu vois. Donc, je pense que ça aussi, ça fait partie des choses où tu peux faire attention à ça. Donc, reprendre l'organisation, reprendre l'organisation personnelle, recentrer aussi un peu sur soi, ne pas croire que on peut s'oublier et bien soigner, ça c'est pas vrai et ça ne marchera jamais. Et après, voir si au cabinet tout va bien et investir dans son confort, que Exactement. ce soit son ergonomie de travail, ses équipements adaptés. Et du recrutement aussi parfois, hein, parce que tu vois, il y en a qui veulent tout faire tout seul parfois. Ou oui, on s'épuise très rapidement. On s'épuise quoi. Ou tu prends une collab. Et souvent, moi j'ai été collab, ils sont allés voir ils ont pensé à ça trop tard. C'était tard, tu vois. Donc revoir son mode ou être ouvert aussi sur revoir son mode d'exercice. Si être en cabinet libéral ça nous va pas, on a le choix. On a quand même cette opportunité de se poser la question. Tu vois, je trouve. Et on a la chance nous d'avoir un métier qui est quand même flexible malgré tout. Tu vois, on peut quoi. Il y a des choses qu'on peut mettre en place. Mais c'est vrai par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Alors je sais plus si c'est le cas. Tes parents étaient non, ils n'étaient pas du tout dentistes. Non. Alors, du coup, c'est le cas de nous trois. C'était une des particularités. On en avait déjà parlé ensemble. Nos parents étant pas du médical. Pour ma part, je me suis engagé dans cette voie-là sans savoir ce qui m'attendait, entre guillemets. Mes motivations, c'était travailler dans le santé, être au contact des patients, mais pas trop au contact de la maladie, pas avoir leur vie non plus. Je connaissais... Je sais que je fais preuve de beaucoup d'empathie, donc quelqu'un qui souffre, je l'aurais pas vraiment supporté, avoir sa vie entre mes mains, ça aurait été quelque chose, en cas d'échec, je l'aurais mal vécu. Donc le dentaire était une bonne voie, mais je suis arrivé là-dedans, j'ai découvert le métier à travers les études et après à travers l'exercice. Et tu l'as très bien dit, effectivement, c'est parfois un peu trop tard pour se rendre compte du chemin qu'on a choisi et ça peut ne pas convenir. Par contre, là où je te rejoins aussi à 200% Pierre-Axel, c'est qu'on a un métier qui est hyper flexible. Alors certes, on est localisé à une zone assez restreinte de l'anatomie humaine, mais par contre, on a quasiment champ libre pour orienter son activité en fonction de nos skills, de ce qu'on aime. Si on veut faire de la chire, si on veut faire de la resto, si on veut faire de la paro, du collage, de la prévention. Il y a quand même plein de disciplines dans lesquelles on peut se spécialiser. Et donc, le fait d'orienter son activité en fonction de ce qui nous plaît réellement est un des facteurs un peu aussi de
prévention Ouais, de ces ça, problèmes-là. tu vois, typiquement, t'as en plein dans le mille parce que ouais, ça fait partie des trucs qu'on peut mettre en place. Il y en a qui, tu vois, vont avoir ce sentiment de lassitude, tu vois, de tout le temps faire la même chose. Et une des réponses, c'est essayer de vois pour te spécialiser dans un domaine, pour du coup restimuler. C'est des profils parfois qui sont un peu challengeants, qui sont tout le temps dans la formation, un peu premier de la classe, tu vois, qui ont envie d'apprendre, qui ont vraiment cette appétence pour ce truc-là. Et après, un peu comme vous, voilà, il y en a qui vont avoir des profils un peu entrepreneurs aussi. T'en as qui partent d'un petit cabinet et pour ces personnes qui vont faire des énormes cabinets où ils vont adorer le recrutement. Donc en fait, tu vois, c'est vraiment, je trouve, hyper individuel comme sujet. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec le côté quel conseil tu peux donner, même si, tu vois, mais ce que je trouve important, c'est soi-même, quel conseil on peut nous apporter. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui viennent me voir, c'est ça le problème, c'est qu'ils se sont jamais posé la question. Et que du coup, il y a un truc précis, c'est écrit et on va là-dedans. Bah, en fait, non, on peut adapter. En fait, il faut vraiment faire une introspection de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Mais on a aussi ce problème du soignant qui fait que, déjà, c'était sur concours. Et donc, si tu veux, est-ce qu'on n'a pas aussi ce côté... si j'arrête, il y a des personnes qui ont pas le concours et qui auraient peut-être fait mieux que moi, ou qui... Il y a ce problème aussi de la vocation qui en découle aussi un peu. Et donc, je sais pas, j'ai l'impression aussi qu'il y en a plein qui sont bloqués justement par ce paradigme. Et en fait, tu te sens enchaîné par le métier. Et que c'est difficile de te dire, mais moi, en fait, je sais faire que ça. Parce que pendant toutes mes études, tu sais, on est focalisé sur ça et on n'a pas tellement de temps de faire autre chose. Moi, j'ai ma compagne qui est médecin généraliste, et c'est vrai que c'est compliqué aussi sur cette partie. Et quand je parle avec des consoeurs à elle, en fait, elles se voient pas faire autre chose que médecine parce qu'elles ont vécu que dans ça. Elles ont pas tellement eu le temps de penser à autre chose ou de s'intéresser à autre chose parce que les études sont tellement prenantes. Et donc, c'est vrai que tu vois, tu arrives dans le métier et en fait, on te fait comprendre par cet aspect sociétal, etc., que t'as pas tellement le choix. Alors qu'en fait, tu l'as. Et en plus, pour préciser par rapport aux amis de ta compagne, de ce que tu m'avais dit, je me souviens, c'est des personnes qui ne se voient pas faire médecin tout au long de leur vie, mais qui sont, pour préciser, qui se sentent bloquées parce qu'elles disent je ne suis formé à rien d'autre et je ne sais pas quoi faire d'autre. Et donc, du coup, bah, alors là, clairement, gros warning sur c'est des personnes, tu vois, qui aussi vont s'auto-mettre des limites en disant mais moi, en fait, j'ai pas tellement de culture générale sur autre chose que la médecine, je sais pas faire autre chose que médecine, et je me vois pas faire autre chose. Parce qu'il y a ce coup près. Il te dit, en fait, je suis bloqué et c'est vrai que avec toute cette conjoncture et tout, c'est compliqué, quoi. Ouais, alors moi, ce que je dis tout le temps, c'est peut-être que vous allez rester médecin ou dentiste toute votre vie et je vous le souhaite, clairement. En revanche, ça fait partie des diplômes en France, quand même les plus difficiles à avoir. Donc, j'enlève tout de suite ce truc-là, quoi. C'est évident qu'avec un diplôme de médecin, un diplôme de dentiste, on peut faire beaucoup de choses. Je veux dire, ça a développé des skills énormes, tu vois, tant dans le relationnel que dans l'organisation. Après, je pense que c'est libre à chacun de voir quelle fibre il a, tu vois. T'en as qui vont être hyper entrepreneurs et qui, du coup, comme vous, quoi, qui vont monter une boîte en lien avec la santé. T'en as d'autres qui vont dire, en fait, moi, je me rends compte que dans la santé, ce qui m'intéresse, c'est le management. Donc, ils vont plus se diriger vers des carrières qui vont faire le HESP, par exemple. Tu vois, moi, j'en ai que j'ai accompagné à l'EHESP, quoi. C'est l'école des hautes études de santé publique pour faire de la direction de CHU ou de CH. Donc, est-ce qu'on peut pas leur dire aussi, leur conseiller à ces personnes qui, en effet, rentrent dans ce système de burn-out, etc., de leur dire, découvrez-vous des passions. Si vous en avez déjà, tant mieux. Si vous en avez pas, essayez de faites du sport, d'autres choses, etc., faites de l'art ou autre chose, et de voir peut-être si ça peut être un bel échappatoire. Et pourquoi pas aussi se rentrer un peu plus profond dans ses passions, ce qui permettrait de potentiellement lâcher des jours de cabinet et s'ouvrir l'esprit, etc. Et rencontrer aussi d'autres personnes, parce qu'au-delà de la professionnalisation, de la spécialisation de nos professions, moi je me rends compte, je suis arrivé à Bordeaux pour les études, tout mon cercle d'amis, tout mon entourage est dentiste, ou issu de la santé, donc les quelques-uns que j'ai gardés. En fait. Voilà, et en fait, tu baignes dans ce milieu, tu es enfermé là-dedans. Quand on se rencontre, on échange sur l'activité, tout le monde se parle. Oui, puis on se compare. Indirectement, ça se compare. Il y a du challenge, il y a de la compète, des trucs comme ça. Donc, généralement, les métriques, c'est les amplitudes horaires. Moi, le chiffre d'affaires. Les trucs comme ça. Donc, c'est une espèce derniers cas. Les trucs négatifs. Et surtout, c'est ça le pire, c'est que quand on se montre des cas, on est tous, moi, j'aurais pas fait comme ça. Mais si, et tous les discours un peu sont pas hostiles, mais généralement, c'est un peu agressif et tout. Et donc, t'es enfermé là-dedans. Et pour
pour rejoindre ce que tu étais en train de dire, je pense qu'effectivement, avoir un environnement où tu peux échanger sur d'autres thématiques, t'intéresser à autre chose, t'ouvrir l'esprit et tout aussi, c'est quelque chose qui fait du bien. Et nous, ce projet, enfin, Learning, comme on monte avec Pierre-Axel, ça nous permet de sortir de ce quotidien de chirurgien dentiste. C'est une aventure humaine aussi hyper intéressante, mais qui nous a développé dans plein de domaines autres que la santé pure. Et je pense que ça nous enrichit et c'est un bon équilibre. Enfin, c'est un vecteur de notre bien-être à l'heure actuelle. Après, on a eu des enfants, c'est fatigant aussi. Mais ça fait partie d'un tout. Et effectivement, je me réjouis et je déplore un petit peu aussi d'avoir beaucoup de mon entourage des personnes avec qui je suis capable que de parler de dents et de dentisterie, quoi. Moi, pour dire, tu vois, un exemple très concret avec Julien, on a mis en commun qui est dentiste et qui est très bon en photographie, en drone, etc. Ouais. Et qui, lui, qui dédie c'est trop bien, ouais. justement, X temps sur son emploi du temps, donc il va travailler peut-être un jour de moins ou une demi-journée de moins, et qui va la dédier justement à faire de la prise de photos, à faire du drone, etc. Et tout ça, même si c'est pas rémunérateur, et je pense que nous, on a la chance aussi dans ce métier qu'est la chirurgie dentaire, et je pense même d'un point de vue soignant général, c'est qu'on a quand même un salaire qui est confortable. Ouais. Donc, et en fait, je pense que il faut bien comprendre aussi, et ça je pense que c'est aussi primordial, dans justement le fait de se sortir de ça, c'est que c'est pas grave si on va gagner un petit peu moins. Parce que notre santé mentale et physique, enfin, je pense que tant qu'on n'est pas touché par la maladie, on se dit c'est pas grave, vive l'argent, etc. Mais tant qu'on est touché par ça et qu'on a des proches qui sont touchés, je pense que ça rabat plein de cartes. Et donc justement, le fait de se dire, de dédramatiser un peu cette partie financière, et de se dire, c'est pas grave. En effet, comme tu le disais par rapport à l'URSSAF ou la caisse de retraite ou autre, si on travaille une demi-journée ou une journée de moins et qu'on la dédie à une passion, au final, on va se sentir mieux. On va être un soignant qui sera bien soigné parce que nous aussi, intérieurement, on sera meilleur, etc., plus performant. Et donc, finalement, on aura une activité qui sera plus saine. Et donc, moi, ce que je pousse au maximum de confrères et consoeurs que je connais dans mes amis, c'est effectivement d'arrêter un peu avec ce côté, il faut toujours gagner plus, il faut toujours avoir une vie, dépenser plus, etc. Mais se trouver une passion, dédier un peu moins de son temps au cabinet et en dédier davantage à d'autres, et en se disant, mais en fait, c'est pas grave si je gagne un peu moins, quoi. Parce que ma vie derrière, elle en sera que meilleure. Je peux passer plus de temps avec mes enfants et ma famille, comme ce que tu avais dit. Donc en fait, je pense que est-ce que toi, c'est un conseil justement que tu donnes? Oui, non, bien sûr, mais surtout, tu vois, moi, c'est une des grosses prises de conscience des gens que j'accompagne, souvent, c'est qu'au début, il y a tout le temps ce truc-là. Et en fait, plus on se voit, et au cours des séances, en fait, ça part, tu vois, ce truc-là. Et assez vite, ils se disent, mais en fait, tu vois, on met en avant avec des exercices, finalement, ce qu'ils ont envie pour leur avenir. Et ils se disent, mais en fait, c'est au second plan. Et s'ils viennent me voir, c'est parce que c'est au second plan. Parce qu'en fait, ceux qui sont animés que par l'argent, ils vont pas prendre ce temps-là. Ils se posent pas de questions, tu vois, ils continuent, ils serrent les dents. Ou alors, ils vont jusqu'à l'arrêt. Ils vont à l'arrêt, et là, tu es en arrêt, et on a tous eu dans notre entourage des gens qui peuvent plus travailler du tout. Et dans ces cas-là, c'est autre chose, parce que en fait, quand tu vas jusqu'au bout, tu te poses moins ces questions-là. Tu vois, quand tu vas et que tu ne peux plus travailler vraiment, après, rien n'est irréversible. Enfin, pour moi, ça, c'est hyper important aussi, c'est de pas se dire que tu es en burn-out et du coup, tu bosseras plus jamais de ta vie. Non, en tout cas, oui, voilà, c'était qu'en effet, il n'y a pas que l'argent dans la vie, il n'y a pas que ça. Oui, c'est vrai que sur la partie dentaire, on est animé par ça, pas animé, mais c'est quelque chose qui est quand même central. Parce qu'on y a accès, tu vois. Ouais, et puis aussi parce qu'il y a de lourdes charges, etc. Oui, il y a ça aussi, c'est clair. Et que ça met la pression, mais de toute façon, les charges sont proportionnelles potentiellement. Je parle aux prélèvements qui sont, on va dire, obligatoires. Ils sont proportionnels à ton chiffre d'affaires. Donc en effet, c'est pas parce que tu travailles moins que tu vas gagner, que tu vas payer plus de charges. Je dis pas les charges fixes du cabinet, etc. Mais ça aussi, je pense, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Il y en a plein qui se lance aussi peut-être corps et âme en voulant créer des centres incroyables avec le plus gros, le plus fort, etc. Très bien pour ceux qui arrivent. Mais il y en a certains aussi, justement, par rapport à cette compète qu'on a par rapport à nos confrères et consoeurs, et de se dire, en fait, lui, il a créé un centre avec 10 praticiens, il y a 20 assistantes, c'est un truc de fou et tout, je suis trop content de ça. Ça va lui convenir très bien. En fait, si nous, intérieurement, on sait que ça va pas nous convenir, mais qu'on se dit, moi aussi, il faut que je fasse la même chose parce que il y a cette concurrence, etc. Parce qu'en fait, déjà, il faut arrêter le truc là en disant, mais en fait, fine, comme tu le dis, ma santé personnelle est plus importante que les revenus qui vont générer de mon activité. Donc, je pense que ça, c'est un truc c'est sûr. qui est mais ça, tu vois, en vrai, ce que je trouve
chouette, c'est quand même qu'on évolue vers ça. Enfin, je sais pas si vous avez ça, mais tu vois, moi j'ai des copains qui sont dentistes et qui, tu vois, notamment là des copines qui viennent d'avoir un bébé et qui me disent, mais en fait, je vais pas monter mon câble, quoi. Ouais. Enfin, en fait, Et de je plus vais en plus, rester d'ailleurs. collab, Ouais. je vais C'est voir fun, ce que en je vais fait. faire. Et en fait, c'est trop bien, tu vois. Elles vont kiffer, elles auront leur vie. Et en fait, moi je dis toujours, j'encourage complètement dans cette voie-là, quoi. Parce qu'au final, on fait les comptes, c'est ceux qui sont heureux qui restent, c'est pas ceux qui, tu vois. Ouais, complètement. Donc en fait, Est-ce que le goal, c'est pas de finir dentiste surfeur sur la côte basque quand même, finalement attends, En fait, si on C'est résume clair. le truc. tu fais mi-temps, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, mais en Une effet, c'est surfeur, super important de trouver. Mais surtout parce qu'encore une fois, c'est un métier. Tu vois, moi, quand je me suis lancée dans ma nouvelle activité, clairement, je bossais 2 fois plus que quand j'étais dentiste. Mais parce que voilà, c'était différent et je me suis vraiment rendu compte que c'était beaucoup plus facile physiquement, émotionnellement en fait, tu vois, parce que dès lors que tu sors d'un métier du soin pur, tu vois, du métier, et en plus en dentaire, t'as vraiment la technique, tu vois, ça c'est un autre truc, une spécificité dont on n'a pas parlé. Un T'es petit quand même dans environnement précis t'es et hyper tout. concentré Ouais. tout le Ouais. temps, tu vois. Donc t'as quand même ce truc-là de difficulté, et donc oui, 5 jours par semaine en tant que dentiste à faire des horaires. Il y en a pas beaucoup qui tiennent très très longtemps, quoi, tu Ouais, vois. complètement. Et le challenge, c'est pas d'aller au-delà, parce qu'il y a ça aussi. C'est que c'est très, après c'est peut-être très français aussi, mais c'est très sociétal quand même, de se dire, plus tu vas loin, mieux c'est, quoi. Ouais. Le but, c'est de dépasser ses limites. Hein, t'as vu, il a frôlé le burn-out, mais il a continué. Je trouve Il est pas trop ça fort. ouf, en fait, tu vois. Il s'arrête pas, Ouais. il fait pas de pause, Ouais, il c'est pisse ça. dans une bouteille, voilà. Ouais, Enfin, c'est clair, tous c'est- ces trucs Ouais, il y a pas 30 patients par Enfin, moi, c'est pas la vie jour, qui me fait rêver, quoi, tu Non, vois. bien sûr. Moi, ce que je trouve génial, c'est des gens qui vont me raconter, qui sont passionnés par un truc. Tu vois, je vais admirer, mais chez les dentistes, hein, des gens qui vont faire des formations et qui vont se spécialiser dans des trucs. Voilà, je trouve que c'est intéressant, en tout cas, d'adapter son mode d'exercice, quoi. Non, mais je pense que. Ouais. Pardon, vas-y. Non, mais en fait, à travers tout ça, on l'a dit à demi-mot, mais encore une fois, le soignant, son outil de travail, c'est lui, c'est son corps et son esprit. Et donc, il faut que ça soit la priorité dans sa vie et entretenir tout ça, son bien-être mental et physique, s'il veut être performant et perdurer. Et s'il le néglige, à un moment donné, ça ira dans le mur, quoi. Peu Oui, importe c'est les pire que tout. motivations, peu importe ses priorités, il peut pas se soulager à 100% d'une machine, de quelque chose. Ouais. Il a besoin d'être au top, quoi. Mais donc, Et- par exemple, à ceux qui voudraient travailler 5 jours par semaine, toi, tu leur dirais quoi? Tu leur dirais de réduire le nombre de patients, voire leur amplitude horaire. Parce qu'effectivement, il y en a plein qui ne souhaitent pas travailler 3 jours parce Ouais, que bien sûr. ils voient pas d'autre chose à côté. Ouais. Et fine, tu vois, je pense toutes les situations sont bonnes, il n'y a pas de souci. Mais celui qui veut vraiment travailler 5 jours et qui veut travailler 5 jours sur la durée, quel conseil tu donnerais à ces personnes? Alors, à ces personnes, je dirais, vas-y, enfin, tu vois, bosse 5 jours par semaine parce que peut-être que toi, tu trouveras un équilibre dans ces 5 jours par semaine, tu vois. En revanche, ce que je dirais, c'est plus, maintenant que vous avez l'accès à cette prévention de savoir les premiers signes, si tu te sens fatigué, on pourra dire, c'est normal parce que tu bossais 5 jours, mais en fait, ça va rien résoudre. C'est plus, à ce moment-là, essaye d'adapter. Et peut-être que du coup, t'es fatigué aussi parce qu'en plus, le bruit de fatigue, parce que tu vas avoir mal au dos, parce qu'il y a eu 2-3 réglages, ou parce que ta secrétaire, elle est en arrêt maladie depuis 4 mois. Tu vois, dans ces cas-là, c'est plus voir si c'est périodique, et puis à chaque fois, réadapter. Tu vois, moi, je prône plus la prévention. Enfin, de toute façon, de manière générale, je crois profondément en une médecine Et préventive. même dans notre métier, de toute façon, la prévention, Et voilà, c'est ce qui fait tout, nous, quoi. c'est Tous les ça, domaines, tu ouais. vois. Quoi qu'il arrive. Et on dit à nos patients, brossez-vous les dents. Moi, je dis aux soignants, faites attention à vous. Les Occupez-vous. premiers signes, occupez-vous de vous. Les premiers signes, vous les connaissez. Vous pouvez plus dire que vous les connaissez pas. Vous savez que quand vous commencez à avoir une association de troubles digestifs, troubles du sommeil, irritabilité, isolement aussi, parce qu'il y a beaucoup ça. On s'isole, on n'a plus envie de voir. Moi, j'en ai qui me disent, j'ai plus envie de croiser des gens qui font dentaire, ça me saoule parce que Ça renvoie ouais, voilà, à ça la renvoie le compète, truc, à la compète et tout. performance, Quand vous avez tout ça accumulé, posez-vous des questions. Mais si vous voulez bosser 5 jours et que ça vous va, c'est trop bien, tu vois. En fait, on peut, mais je pense que la ligne directrice de tout ça, c'est le mot contrôle, finalement. Ouais, Il c'est faut, ça, faut exactement. vraiment garder le contrôle, même Garder si on le veut contrôle. faire de grosses amplitudes Ouais. horaires, etc. Si on sent, pour résumer un peu, si Ouais. on sent en effet qu'on est en train de perdre le contrôle pour le coup, c'est de vraiment pouvoir se dire, en fait, je peux réduire
et ne pas se laisser embarquer par la machine, parce qu'en effet, quand la machine est embarquée, ça devient un peu trop tard, parce que derrière, s'il faut annuler des rendez-vous, des machins, c'est cela, finalement, ça rajoute aussi de la charge mentale et de se dire, ben en fait, j'ai tel et tel patient, cette urgence, je peux pas la décaler et tout, et en fait, on perd le contrôle. Donc justement, par rapport à ça aussi, il y a un côté organisationnel. Et ce qui est important, est-ce que c'est pas aussi de se faire coacher sur la partie vraiment organisation par des gens qui sont, tu vois, compétents sur ce côté, dédier des plages à ceci, à cela. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu... Ouais. Alors, moi, en fait, quand j'étais à Paris, d'ailleurs, on avait eu un coaching de cabinet. Je sais pas si vous connaissez, je sais plus avec quelle boîte c'était, mais je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui sont très connus pour tous ces sujets. Et alors, moi, j'avais trouvé ça très intéressant parce que, alors, à l'époque, je vous parle du prisme de la nouvelle dentiste qui a, voilà, j'avais trouvé ça intéressant parce que je crois que j'avais diminué quasiment d'un tiers mon temps, mais que j'avais vraiment augmenté mon chiffre d'affaires. Le seul truc, c'est que pour moi, là, c'est un autre sujet. Tu vois, là, on parle vraiment de santé mentale. Le coaching de cabinet organisationnel et tout, c'est du coaching vraiment de rentabilité, tu vois. Donc, s'ils m'entendaient, voilà. Mais tu vois, ce que je trouve intéressant, moi, à la limite, c'est plus du coaching de professionnel, tu vois. Plus aller voir quelqu'un qui va vous donner des tips pour, en tout cas, qui va vous aider à vous poser les bonnes questions, voir vos ressources, tu vois, quelles sont, sur quelles valeurs tu vas pouvoir t'appuyer, qu'est-ce qui est important pour toi, quels sont tes besoins, quelles sont tes limites, et puis ça évolue dans la vie, beaucoup. Parce que dès que tu as un enfant, c'est différent. Complètement. Tu as un deuil dans une famille, une maladie, ça change. Donc, je pense que c'est plus adapté, et s'adapter, en fait, faut tout le temps s'adapter, quoi. Parce qu'il y a la rentabilité économique, financière, comme tu le dis, mais il y a la rentabilité aussi émotionnelle, il y a toutes ces choses-là. De toute façon, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est un tout, finalement. C'est preuve de souplesse, d'écoute et rester souple. Je vous propose un petit vrai-faux. Allez. Ça vous va? Il y a 3 questions. 3 questions. Le principe est simple. Tu réponds par vrai ou par faux. Et tu as le droit de donner des explications. Numéro 1. Prendre des pauses régulières au travail n'a pas d'impact significatif sur la productivité des soignants. On commence très dur. Alors, c'est juste qu'il y a un non-non. Il y a double négation. Donc, je pense que c'est faux, la réponse. Le travail n'a pas d'impact significatif. Si, ça a un énorme impact. Après, c'est toujours pareil. Tu vois, c'est là où moi, j'ai un peu de mal sur certains points avec les petits trucs comme ça, parce qu'il faut l'ajouter à plein d'autres choses. Mais évidemment, en fait, il faut souffler à des moments. Si on veut que nos patients soient bien soignés, allez boire un verre d'eau, posez-vous 5 minutes. Donc oui, il faut faire des pauses. Ça me semble hyper logique, tu vois. Même plus que 5 minutes, finalement. Est-ce qu'on ne dédierait pas des créneaux, comme on dit, des créneaux d'urgence pour nos patients? Est-ce que nous, il n'y aurait pas aussi des créneaux d'urgence émotionnelle, tu vois, pour nous? Si, carrément. On pourrait se dire, je sais pas, moi, 3 fois par jour, je m'arrête un quart d'heure. C'est ça. Je prends vraiment une pause. Je regarde pas Facebook, les groupes de dentaires, etc. Je fais totalement autre chose. Pas négliger et je me déconnecte. Les temps de pause. Mais ça, c'est c'est propre aux soignants, aux dentistes. Tu vois, c'est typiquement ça, je fais tout, quoi. Tout professionnel de la santé, en fait, c'est qu'on est dans le continu, le flow continu du patient, et il faut qu'on envoie le maximum, alors qu'au final, c'est méga important. Deuxième question. Les soignants qui pratiquent une activité physique régulière sont moins susceptibles de souffrir de burn-out. Alors ça, c'est vrai. En matière même de C'est statistiquement... c'est statistiquement prouvé. Alors, je vais pas voir les chiffres des gens qui font du vélo, qui vont au boulot en vélo. Mais non, ça c'est sûr. Ah oui, carrément. De toute façon, le sport, de manière générale, contribue complètement à diminuer le stress. C'est une forme de méditation. Exactement. Après, tu vois, moi, ce que j'aime bien parler, c'est plus d'activité physique, de manière générale, et après, d'activité de relaxation. Donc, pour certains, ça va être de lire, ça va les mettre un peu dans un état d'hypnose. Pour d'autres, ça va être d'aller faire du yoga. Pour d'autres, ça va être, tu vois, je sais pas, moi, par exemple, je sais que mon conjoint, il aime bien juste se poser et regarder dans le vide, quoi. Bon, ça, c'est parfait. Oui, donc ça c'est faire une activité quelconque, en fait, autre que... Voilà, exactement. C'est se détendre, quoi. Voilà, tout simplement, Où tu sais que, voilà, et de manière physique, tu vois que ton rythme cardiaque diminue, quoi. Enfin, tu vois, pour donner un petit truc un peu concret, c'est ça qui se passe. De la relaxation méditative, exactement. de méditation. L'utilisation de technologies de gestion des tâches peut réduire le stress des soignants. Même, on pourrait dire même technologie en général. Est-ce qu'il existe, justement? Ouais, carrément. Alors là, on parle de soignants, et donc oui, complètement. Et notamment, tu vois, alors là, je m'éloigne un peu c'est pas que pour les dentistes, mais pour les dentistes complètement. Tu vois, tout ce qui va être, par exemple, tous les logiciels, tout ça. Tout ce qui est technologique, je pense qu'il faut le prendre.
parce que clairement, ça simplifie et surtout, ça fait gagner du temps. Donc, c'est du temps pour peut-être plus se détendre ou plus faire autre chose ou avoir la tête un peu ailleurs. Et après, moi, il y a l'IA que je trouve passionnante de manière un peu plus large chez les soignants, où, tu vois, là, dans une des équipes que je coordonne, on met en place la téléexpertise en dermato. Donc, et tu vois, c'est génial parce que du coup, tu peux, grâce à l'IA, on diagnostique des maladies, tu vois, des maladies inflammatoires type eczéma, et tout ça, on l'envoie au médecin et le médecin peut envoyer tout de suite une ordonnance, quoi. Donc ouais, ce type de truc, je trouve que en santé, pour moi, c'est vraiment l'avenir. Tu vois, l'IA, c'est l'avenir de la santé. En général, ouais, la ça technologie. permet de nous décharger de plein de choses, notamment nous, le côté administratif. Ouais. Ah oui, le côté la tête, c'est etc. Clair, Donc en effet, nous, si on arrive à se concentrer davantage sur la partie du soin. Ouais, voilà, c'est ça. C'était ma dernière question. Merci pour ces questions, c'était très pertinent. On va enchaîner très rapidement avec un autre concept qui est le oui-non. Ok. Donc je vais te donner une série de questions et tu vas me répondre simplement par oui ou par non. Rien. Ok, parfait. Ça va aller un peu vite. Faut pas que je me trompe. Non. Le burn-out est-il considéré comme une maladie? Non. Le burn-out peut-il affecter la qualité du sommeil? Oui. Peut-on souffrir de burn-out même en aimant son travail? Ah oui. Le burn-out est-il toujours causé par des facteurs professionnels? Oui. Le burn-out peut-il entraîner des problèmes de santé physique? Ah oui. Le burn-out est-il réversible avec un traitement approprié? Ah oui. Est-il possible de prévenir le burn-out? Bien sûr. Le soutien social aide-t-il à réduire le risque de burn-out? Oui. Le burn-out peut-il toucher des personnes de tout âge? Oui. La méditation peut-elle aider à gérer le burn-out? Oui. Le burn-out peut-il être confondu avec la dépression? Oui. Un employeur peut-il légalement demander à un employé s'il souffre de burn-out? Attends, j'ai un employeur, peut-il? Nous, en tant que... Si on peut demander à nos assistantes, à nos secrétaires, etc., si elles souffrent de burn-out. Ah oui. Encore faut-il qu'elles soient au courant. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Le perfectionnisme augmente-t-il le risque de burn-out? Oui. Le burn-out peut-il se produire même avec une bonne gestion du temps? Ah oui. On peut, c'est oui, mais on pourrait dire, il y a certaines questions pour dire oui, mais oui. Les symptômes du burn-out peuvent-ils inclure des troubles digestifs? Oui. Il a répondu. Peut-on récupérer complètement d'un burn-out? Oui. Donc on n'est pas condamné. Non, on n'est pas condamné. Non. Un déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée peut-il mener au burn-out? Ah oui. Notamment nous dans nos métiers, en effet, où c'est très compliqué, ce qu'on avait dit, quoi. Très significatif chez les soignants d'ailleurs. On y a répondu, mais les loisirs sont-ils importants pour prévenir le burn-out? Oui. Le burn-out peut-il affecter les relations personnelles? Ah oui, bien sûr. On a eu quand même une petite hésitation. Non, mais parce que faut faire attention parce que justement, un des trucs qui différencient la dépression du burn-out, c'est que le burn-out est initialement très professionnel, tandis que la dépression, c'est toutes les sphères en même temps. Donc, je fais un peu attention à ce truc-là. Tu vois, c'est bien de le préciser. Burn-out, c'est professionnel. Ouais. Par contre, il va y avoir un retentissement, tu vois, sur la famille, les amis et tout. Mais initialement, c'est professionnel. En tout cas, la cause, elle est professionnelle. Toujours. Et du coup, notre question qui en découle, peut-on être en dépression sans être en burn-out? Ah, complètement. Et l'inverse, c'est vrai d'ailleurs. Tu vois, tu peux être en dépression et rien à voir avec le taf. En revanche, quand tu es en burn-out, tu vas pas forcément jusqu'à la dépression, mais tu peux aller à la dépression. Donc tu peux être en dépression personnellement chez toi, avec ta famille, etc. Et quand tu arrives au cabinet, c'est une libération. Ouais, bah t'en as. Ton refuge. T'en as, carrément. Tu fuis tes problèmes au cabinet. Et l'inverse, du coup, comme tu as dit, l'inverse, c'est possible aussi. Le burn-out, c'est une dépression professionnelle. Bah non, parce tu qu'après, vois. Mais oui, tu as des symptômes. Okay, oui, tu as des symptômes similaires. Oui, tu as des symptômes similaires. Tu peux être en burn-out chez toi, familial? Alors ça c'est un autre sujet parce que c'est maintenant on parle de burn-out parental, tout ça. Mais moi c'est pas mon domaine. Enfin tu vois, moi c'est vraiment pro. J'ai un peu de mal avec le côté on parle de burn-out pour tout. Ouais. Je pense qu'on peut plus parler d'épuisement parental. Tu vois, on n'est pas obligé d'appeler ça un burn-out quoi. Ok. Burn-out c'est professionnel. Ouais. On le considère, on le. De toute façon c'est initialement c'est ça. Oui de toute façon ça a été créé pour ça. Il y a assez de choses à voir sur ce sujet en pro. Faut pas en plus aller le mettre dans tous les autres domaines, quoi. Donc en fait, juste pour faire un gradient la thérapeutique, juste par rapport à ça, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait donc potentiellement dépression, stress, burn-out, stress, dépression, burn-out. Comment tu le mettrais dans une... Alors c'est pas un gradient, tu peux pas, c'est pas une évolution. Ok.
En Tu peux avoir revanche, tous ces signes. voilà, en revanche, quelqu'un qui par exemple est en dépression et qui va dire, tu vois, il va dire, je fais une dépression, enfin, je suis sous antidépresseur et à la base c'est causé par des problématiques professionnelles, potentiellement c'est un burn-out. Tu vois ce que je veux dire? Et le stress, c'est vraiment comment réagit l'organisme face à des changements de l'environnement. Donc, souvent, quand tu es en burn-out ou en dépression, tu as des changements d'environnement et tu as des ressentis de l'organisme. Donc, voilà, c'est plus... Le burn-out peut-il être causé par des attentes irréalistes au travail? Oui. Le soutien psychologique est-il essentiel pour traiter le burn-out? Et donc, toi, justement, par des dentistes professionnels de santé qui sont atteints de burn-out, qui peuvent pas te consulter pour des personnes qui font exactement toi ce que tu fais, est-ce que tu leur conseilles malgré tout d'aller voir un professionnel, un psychologue? Non, mais d'ailleurs, je leur conseille avant de venir me voir ou de voir des coachs, d'aller voir des médecins ou des psys, quoi. Enfin, vraiment, le premier traitement du burn-out, c'est pas d'aller voir un coach. Enfin, c'est vraiment, voilà. Le coaching, pour moi, c'est uniquement la prévention tertiaire. Tu vois, c'est vraiment le côté comment éviter les rechutes, comment éviter les séquelles aussi, tu vois, parce que quelqu'un qui est en burn-out, mais éviter que ça s'aggrave, tu vois. Et puis, ça peut aussi aider à réintégrer la vie professionnelle, tu vois. Mais par contre, pour traiter le burn-out, venez pas me voir. Oui. Enfin, je veux dire, je suis complémentaire à tout ça, mais allez d'abord voir un médecin, tu vois, s'il faut prendre des médicaments, diagnostiquer, tout ça. Après, évidemment, si je suis vraiment honnête, en fonction de la personne que vous avez en face de vous, moi, je pense qu'il y a des choses un peu où on va dans la psychologie, mais par contre, je sais pas ma compétence première de connaître, de diagnostiquer, tu vois. Ouais, donc les professionnels de la santé d'abord dédiés un médecin, à ça sont vraiment super importants. Ouais, c'est fondamental. Une personne peut-elle ignorer les signes de burn-out? Oui. Oui. Le burn-out peut-il affecter la productivité au travail? Oui. La nutrition a-t-elle un impact sur le risque de burn-out? Oui. Oui. On avait parlé du sport, en effet, et la nutrition, à quel niveau? Parce que ça, c'est important, parce que mine de rien, c'est-à-dire que si en fait, c'est plutôt... c'est pas parce que tu manges pas... donc je dirais non, en fait, parce que c'est pas parce que tu manges pas bien que tu as plus de risque de faire un burn-out. En revanche, le burn-out, il peut déclencher un peu des comportements addictifs. Donc, par exemple, tu vas beaucoup plus fumer, beaucoup plus boire. Se réfugier notamment dans des trucs addictifs et dans le sujet alimentaire, tu vas mal manger, tu vois. Et donc parfois, moi c'est vrai que il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit là ça va pas, mais enfin c'est cata, nanana. Et par exemple, je commande tout le temps des trucs à bouffer. Bon, peut-être qu'on peut aller voir sur ce sujet-là s'il y a pas des choses qu'on peut modifier, quoi, tu vois. Mais par contre, c'est pas parce que tu fais un McDo tous les jours que tu vas faire un burn-out, quoi. Tu vois, tu peux pas rapprocher. On peut pas le corréler comme ça. Ouais, on peut pas le corréler comme ça. Les symptômes du burn-out peuvent-ils inclure des douleurs physiques? Oui. Alors, on a le sens où la douleur physique peut inclure potentiellement un burn-out, comme on l'a dit, exactement. avec des douleurs de dos, etc. Et donc l'inverse aussi. Oui, complètement. Ouais. Si tu as des douleurs chroniques, alors c'est toujours pareil. Si tu as tout le temps mal au dos, tu vas pas faire un burn-out parce que tu as tout le temps mal au dos. En revanche, si tu as tout le temps mal au dos, que tu as tout le temps le bruit en fond, qu'à ça, tu vas rajouter des problématiques de surcharge de travail, de surcharge qualitative aussi, parce qu'il faut tout le temps mieux faire, comme on a déjà évoqué, et tout ça. Voilà, tu tends vers l'épuisement. En fait, il n'y a pas de réelle cause spécifique. En revanche, c'est une accumulation de facteurs, et parfois, t'en as qui vont vraiment être en épuisement total physique, que parce qu'ils ont vraiment mal au dos depuis 40 ans et qu'ils en peuvent plus, mais dans ce cas-là, ils vont être arrêtés pour douleur dorsale ou pour, ils vont pas être arrêtés pour burn-out, quoi. Est-ce que le burn-out peut même arriver si on est passionné? Alors complètement, et d'ailleurs, ça, c'est propre aux soignants, et moi, je le vois, c'est significatif. La majorité, quand même, des burn-out, c'est des gens qui ont un profil hyper perfectionniste, hyper engagé dans leur boulot, à fond. Et un des signes, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est le présentéisme. C'est-à-dire qu'on vient au cabinet encore plus, quoi, tu vois, pour combler ce truc. Donc oui, carrément. C'est des gens qui sont passionnés par leur boulot. C'est difficile, justement, à déceler pour la personne qui est passionnée, qui fait du présentéisme, etc. Ouais, dans ces cas-là, en revanche, la personne, elle va forcément ressentir des signes d'alerte. Donc on en revient à la prévention. Elle va forcément voir qu'elle est fatiguée, qu'elle est épuisée, potentiellement qu'elle dort mal, potentiellement, en fait, qu'elle a un pote un peu médecin qui a réussi à lui prescrire des antidépresseurs. Tu vois, ça, c'est des trucs, des anxiolytiques, tu vois. Est-ce que le burn-out peut-il être invisible
Est-ce que le burn-out peut être invisible? Ouais. Non. C'est-à-dire sans signe réel, mais finalement, t'es quand même en burn-out. Non, c'est une manifestation de signes par définition. Donc t'as obligatoirement des signes, en effet, que ce soit physique ou mentaux, c'est bien qui vont être... de le préciser d'ailleurs, parce que oui, complètement. Oui, tu peux pas être en burn-out si tu vas hyper bien, que t'as pas du tout de manifestation physique. T'as de l'énergie. Ouais. Mais justement, tu vois, par rapport à ça, alors ça, en effet, ça peut être lié un peu à la dépression, parce qu'il y a pas mal de dépressifs qui se le cachent en effet eux-mêmes, en étant, tu vois, en surjouant plein de trucs, etc., en étant surpassionné, surenjoué sur plein de trucs. Ouais. Toi, si t'es justement dans l'extrême, sur plein de trucs, on parlait de présentéisme, mais si on enlève tout ça, est-ce que tu peux pas être en burn-out? Jamais. Même si t'es sur plein de trucs. Mais si tu surjoues et que c'est faux, oui, tu peux l'être. Mais sans le savoir spécifiquement, tu vois, c'est-à-dire que je me le cache. En fait, tu vas te le cacher. Là, on rentre dans de la psychologie, je pense. Non, mais tu vois, c'est intéressant. C'est hyper intéressant, mais si tu veux, le burn-out, c'est ça qui est important, c'est qu'il n'est pas dans la CIM ou dans le DSM, il n'est pas dans une classification précise de maladie. Donc, c'est pas une maladie. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une accumulation de facteurs et de manifestations. Donc, si toi, tes manifestations, c'est je vais hyper bien, j'arrive à tout, enfin, tu vois, je me sens équilibrée, j'ai aucune manifestation émotionnelle, physique, cognitive ou comportementale, t'es pas en burn-out, hein. Tu vois, je pense qu'il faut juste se dire ça. Maintenant, parce qu'il y a eu aussi un problème qu'on a, c'est par exemple, on a des potes qui vont bosser comme des malades, on va dire, non mais lui, il est en burn-out. Non, tu vois, il peut bosser comme un malade et pas être en burn-out. Lui dire, écoute, fais quand même attention, parce que cette surcharge de travail, c'est un facteur de risque du burn-out, c'est autre chose, tu vois. C'est pas dire, t'es en burn-out parce que tu travailles trop. C'est plus lui dire, fais attention, au premier signe, pose-toi des questions et souvent, il y a des premiers signes pour répondre à ta question. C'est qu'en fait, quelqu'un qui est sur tout, en fait, c'est pas vraiment vrai. Tu vois. Oui, on peut pas être une machine, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça. Vois, il te le dit pas à toi. Mais ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, dans les discussions qu'on a entre confrères et consoeurs, au lieu de se comparer, etc., je pense que ça serait intéressant aussi de se dire, attention, je pense que tu travailles quand même beaucoup. Ouais, ça c'est sûr. D'ailleurs, ça c'est pour moi hyper important, et c'est l'intérêt d'en parler, d'ouvrir le débat sur ces sujets-là, c'est d'en faire quelque chose de... En fait, pour moi, on est dans une forme d'acculturation, tu vois. Ouais, on commence à assimiler que dans la santé, tu vois, c'est poussif. Faut que ça soit un tabou, en fait. Et c'est pas un aveu de faiblesse au final non, pas du tout, mais pas du tout. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça hyper respectable. Maintenant, les gens qui me disent, je me suis rendu compte depuis que mon fils est né que j'ai besoin d'adapter ma vie pro. En fait, j'avais en tête que j'allais récupérer un cabinet. C'est ce que tout le monde avait en tête pour moi et ce que tout le monde me souhaitait. Déjà, t'as envie de dire, en fait, les autres qui projettent leurs besoins, tes parents ou tes frères et sœurs, leur faire pression sur toi. Mais en fait, on s'en fout, quoi, tu vois. Et moi, je trouve ça hyper admiratif. Ouais. Tu vois, je suis hyper admirative. Une forme d'affirmer ses besoins, ses volontés, et c'est quelque chose qui, dans l'épanouissement personnel de chacun, doit être au centre un peu de son existence. Et clairement, moi, je le sais, je le vois, c'est des gens qui iront bien. Tu vois, qui se poseront pas cette question-là. Parce qu'en fait, ils auront une forme de coaching, d'auto-coaching naturel, de se poser les bonnes questions. Tu vois, c'est un peu l'idée que j'ai du burn-out, quoi. C'est soit tu arrives à te le prévenir tout seul. Après, on est quand même dans des professions où il faut insister, parce que c'est rarement le cas. On a des carapaces. Voilà, on a des grosses carapaces. Les soignants sont les plus mal soignés. Exactement, c'est ça. Bonne phrase de conclusion. Écoute, merci, ça fait complètement la transition. La transition avec la conclusion. Merci Clara pour avec plaisir, c'était très agréable de parler de ça avec vous, parce que c'est chouette de pouvoir en parler entre... C'est chouette aussi que nos chemins se recroisent. Les bancs de la fac, merci pouvoir passer ces moments ici. Merci à toi d'avoir accepté d'être parmi nous. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. On espère que le contenu, l'échange vous a plu, que vous sortez enrichi, grandi de tout ça, avec des tips, des signes d'alerte. Écoutez-vous, je pense que c'est le message que l'on a voulu. Prenez le contrôle, mettez de l'organisation, posez-vous les bonnes questions. Ce n'est pas une compète, ce n'est pas une course. Et il faut penser à soi avant tout. Je pense que c'est un petit peu les maîtres mots, la conclusion générale de cet échange. En tout cas, sachez que vous pouvez retrouver Clara dans une formation dédiée justement à cette gestion, ce bien-être au travail. Cette formation sera très prochainement disponible sur notre plateforme pour ceux qui souhaitent aller plus loin encore dans le bien-être
et l'écoute de même. Merci pour tout, à très bientôt.